Salam alaikum, Azur Villaoun, bonjour. Heureux, le grand serviteur de l'État qui sait ce que droiture veut dire, qui ne recherche pas dans l'honneur, dans le sens de l'honneur, que sa déclinaison au pluriel. Droit est-il, lui qui, lorsqu'il regarde derrière lui, qu'il évalue le chemin parcouru, ne voit que chemin bordé de considération au milieu de généreuses moissons. Confiant est-il, lui, qui regarde devant lui sans sourciller, parce qu'il marche d'un pas sûr, parce qu'il porte en lui le souffle puissant de tous ceux qu'il veut servir, parce que sa volonté d'acier est étayée d'amour et d'altruisme. Sincère est-il, lui, qui ne craint pas de scruter sa belle âme, où se mirent ses actes de chaque jour, où nul frémissement ne vient troubler la lisse surface. Noble est-il, lui dont la maison est de verre, lui qui méprise les biens de ce monde, qui sait qu'il lèguera à sa postérité une toute autre richesse que de l'argent sale et des biens innombrables, parce qu'il répugne à maculer ses mains laborieuses de sang et de larmes, parce qu'il n'est ni un soudard brutal, ni un pillard vorace, parce qu'il lui est odieux de trahir la confiance des multitudes de fraternels qui vibrent à l'évocation de son seul nom. Ce grand serviteur de l'État est un bâtisseur, un timonier, un visionnaire. Lorsqu'il ne sera plus, son nom continuera à résonner dans les mémoires, son ombre à couvrir les plaines blondes qu'il a ensemencées, son souvenir emplira les poitrines de soupirs amples et de regrets éternels. Mais ce grand serviteur de l'État a-t-il jamais existé dans nos contrées? Et si tant est qu'il a existé, a-t-il pu se déployer dans toute sa bienveillance ampleur au milieu de la canaille qui a infesté toutes les hautes charges de l'État? Et si tant est qu'il a pu, vaille que vaille, accepter de côtoyer une telle vilainie plutôt que de la combattre et de l'éradiquer, s'il a pu, un tant soit peu, être utile à son peuple, dans la très étriquée marge de manœuvre qui lui a été impartie ou laissée, comment a-t-il accepté de cohabiter avec ces créatures malfaisantes, de marcher à leur côté, parfois même de les épauler, de se laisser corrompre par elles, parfois même de s'oublier et de ne plus voir sa vie et sa mission qu'à travers le prisme déformant de leur propre représentation de la vie, de la noblesse et du devoir. En Algérie, nous en sommes là, malheureusement, à la tête de toutes les institutions de pure façade, des forbans qui n'ont d'autres scrupules, ni d'autres éthiques, ni d'autres aspirations que de piller, de voler, d'écraser quiconque s'oppose à eux de toute la force publique qu'ils ont détournée à leur seul profit. Mais, comme ils ont besoin, qu'à l'instar des façades en trompe-l'œil qu'ils ont érigées partout pour donner l'impression de la normalité, ils ont besoin aussi d'endormir le peuple pour pouvoir ainsi vaquer à leur monstrueux festin. Ils ont donc besoin que des hommes utiles, des hommes compétents, des hommes désintéressés s'occupent à faire tourner le pays. Parce qu'il faut bien que de l'eau coule lorsqu'on tourne le robinet, que la lumière soit lorsqu'on appuie sur l'interrupteur, que des médecins puissent soigner, que des enseignants puissent dispenser leur savoir, que le blé pousse, que le change soit donné et que les ordures soient ramassées. La question obsédante qui nous interpelle et nous lance est comment toute cette armée de gens utiles, de commis incorrompus, d'élites véritables et de tous ces ferments du bien peuvent-ils s'accommoder de la présence à leur tête de prédateurs sans honneur,
Et pire que cela, de forces noires qui mènent et précipitent le pays tout entier vers des lendemains lourds de menaces. Aujourd'hui, Al-Watan, Ali Ben Felice à propos du commerce extérieur, 20 milliards de dollars de fraude par Sbah Salim. Le soir d'Algérie, situation politique et économique du pays, Bahbour et Ben Felice épinglent le pouvoir par Abdel Battash. Le soir d'Algérie, transfert illicite de capitaux, les importations sous haute surveillance par Sherif Ben Nasser. avec nous aujourd'hui, Nordine Bahbour, président de l'UFDS et ancien ministre de l'Agriculture. C'est Nordine Bahbour, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Nordine Bahbour. Oui. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Marhaba bik. C'est moi qui vous remercie et toutes mes salutations aux téléspectateurs d'El Maralibia. Merci beaucoup. Alors, à l'occasion du Conseil national de votre mouvement, l'Union des forces démocratiques et sociales, l'UFDS, vous-même et Ali Ben Felice avez tiré à boulet rouge sur le régime, l'accusant de graves dérives. Ali Ben Felice a même chiffré, en quelque sorte, les turpitudes de ceux qui pillent effrontément les ressources du pays, puisqu'il a affirmé que la surfacturation représente quelques 20 milliards de dollars sur les 60 milliards d'importations par an. Nous sommes donc dirigés par un régime qui non seulement a gangréné toute la société, mais qui, en plus, pour vous citer, je vous cite, « L'Algérie connaît aujourd'hui une véritable crise morale par la perte de valeurs essentielles, où la corruption s'est généralisée à travers tous les rouages de l'État et où des pseudo-hommes d'affaires règnent en maîtres absolus. » Fin de citation. Alors, c'est Nordine, nous en sommes donc là, c'est gabegie totale, gabegie intégrale? Gabegie avec une dérive dont nous ne connaissons pas les issues, malheureusement. Les chiffres qui ont été avancés se trouvent aujourd'hui confortés par les déclarations des membres du gouvernement eux-mêmes. C'est le gouvernement et les membres du gouvernement qui affichent et qui disent, pour ce qui est de la fraude fiscale, ils ont annoncé eux-mêmes le chiffre, en disant qu'il y a plus de 4 000 milliards. Pour ce qui est de la surfacturation, ce sont les déclarations douanières qui ressortent très souvent. Le pouvoir a pendant 15 ans fermé d'une manière volontaire les yeux de tout cela, et il se réveille subitement pour une fois que la crise pétrolière vient nous frapper en plein fouet. Il vient nous dire que voici les problèmes économiques qui sont posés, et il commence à dire des vérités que nous dénoncions depuis très longtemps. Nous sommes donc dans une phase très critique. Ce qui est malheureux, c'est que pendant 15 ans, on a créé une faune d'hommes d'affaires opportunistes qui dirigent le pays, qui le dirigent soit en sourdine, dans des cabinets noirs. Par le passé, nous parlions des cabinets noirs de l'institution militaire. Avec ce régime, c'est le cabinet noir des hommes d'affaires qui font tout. Ils font de la politique, ils gèrent la politique, ils sont eux-mêmes dans les partis politiques, ils les noyautent, et le pays est géré par une véritable mafia politique. Justement, Nordine Bahbour, justement à ce propos, c'est un secret de polichinelle que la grosse importation, celle qui permet donc toutes les turpitudes possibles et imaginables, est pratiquée par les clientèles et les parentèles du régime. Or, jusque-là, ces clientèles et ces parentèles sont toujours restés un peu en retrait, assez discrets, sans se faire trop remarquer. Or, maintenant, nous assistons à l'entrée d'une façon brutale d'hommes d'affaires qui sont très proches des vrais décideurs de ce pays, qui sont en train de s'immiscer directement, de façon directe, franche
et clair dans la chose publique. Moi je vais plus loin, je dis c'est une entrée fracassante. Oui, en effet. Mais c'est une entrée fracassante, mais qui nous donne un certain optimisme pour la simple et unique raison. Là, c'est une situation d'abord. Ce sont des gens qui ont peur, nous considérons que c'est la fin de ce régime. Et c'est comme ça que les fins de régime commencent déjà à évoluer. Et je pense que c'est un instinct de survie. Ces gens-là veulent à tout prix imposer leur manière de voir. Et pour imposer leur manière de voir, c'est de décider eux-mêmes. Donc, c'est une chose qui nous paraît très importante pour la simple et unique raison que c'est le pouvoir, la panique à l'intérieur de ce pouvoir qui fait que ces gens-là sont sortis directement de la clairière, à la clairière. Ils sont déjà, ils agissent à découvert. Et c'est une bonne chose. Pourquoi c'est une bonne chose? Parce que lorsque par le passé nous disions, faites gaffe, attention, le système rentier ne sert pas le pays. Lorsque nous avons été à l'époque traités de tout, y compris de traîtrise et de ceux qui sont manipulés par l'étranger. Alors, aujourd'hui, les choses sont très claires et Dieu merci que le prix du pétrole commence à chuter. Quoique c'est une chose que je ne souhaite pas pour le pays, ouais. Mais la preuve, le discours officiel a changé et on nous dit aujourd'hui, dans le langage du Premier ministre, j'allais vous le dire, Sellal. Voilà, Sellal nous affirme que c'est une bénédiction. Est-ce que c'est quelqu'un qui avait géré le pays pendant 15 années? Est-ce que c'est quelqu'un qui a occupé des postes stratégiques au niveau des rouages de l'État, en étant Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Premier ministre, avec tous les contrats qui se sont passés sous leur nez, ils viennent nous dire aujourd'hui, voilà, il faut relancer une économie productive. Mais si c'est quelqu'un d'autre qui serait venu au gouvernement, on l'aurait compris. Oui. Mais c'est une honte. Moi, je considère que c'est honteux, c'est même irresponsable que de tels propos soient avancés par ceux qui ont géré le pays et qui ont failli à leurs responsabilités et plus grave encore, qui ont permis, comme vous venez de le dire dans votre commentaire, ont permis que ce pays-là soit pratiquement sucé de ses richesses au détriment de la population. Nourdine Bahboua, pour rester sur cette fameuse, tonitruante, tout ce qu'on voudra, déclaration de Sellal, qui lui-même est connu pour avoir des clientèles et des parentèles qui sont dans les affaires, pas aux affaires, dans les affaires. Donc il vient nous dire, après la chute brutale du baril, il nous dit « Mais c'est une bénédiction, comme ça, nous allons montrer de quoi nous sommes capables de créer les richesses plutôt que de continuer à nous sustenter de la rente. » Vous pensez qu'il était sérieux quand il a dit ça? Il y a cru lui-même? Il ne croit pas du tout. C'est le langage populiste. Je dirais qu'il y a des chouma, comme on dit dans le langage populaire, dans notre langage populaire. Exact. On n'a pas idée de venir, après avoir 15 ans, gérer 15 années, après avoir permis tous les dérapages possibles et imaginaires, après avoir introduit des opérateurs économiques qui se sont venus se sucrer. Je vous rappelle, à titre d'exemple, Orascom en Algérie. Ouais. Vous n'avez qu'à voir le bilan de ce qu'a transféré Orascom pendant des 10 années. Vous n'avez qu'à voir combien a transféré ArcelorMittal pendant le nombre d'années pour laisser la situation telle qu'elle est dans les yeux d'Al-Hajjar. Et tout ça, on a permis à ces gens-là, et avec la rente pétrolière, on a permis à ces gens de venir se sucrer et par la suite venir se réveiller un bon matin comme si c'était une wahi, comme on dit, et dire ça c'est Ne'ma. Ne'ma. Alors, Nourdine Bahboua, pour revenir aux hommes d'affaires qui se font donner du capitaine d'industrie, ils se font qualifier de capitaine d'industrie. Alors que ce ne sont pas des capitaines d'industrie, en fait, ce sont des rentiers qui profitent d'un système rentier, qui profitent de cooptation. Ce sont des proches de barons du régime qui ont accès directement à la mamelle, pour appeler les choses par leur nom. Vous pensez qu'ils vont pouvoir
réellement entrer dans le premier cercle, là où se prend la décision politique, maintenant que le pétrole ne va plus pouvoir être présent, maintenant que la rente va devoir être revue à la baisse, eux qui ne créent pas de richesse, mais qui se sustentent, vous pensez qu'ils vont pouvoir maintenant entrer dans j'allais dire, le cœur battant du régime? Écoutez, ils y sont déjà. Mais savez-vous pourquoi font-ils cette démarche? C'est pour se faire une petite virginité. Ce sont des gens maintenant qui souhaitent vivement venir nous dire que nous lançons, nous relançons. Moi, je me pose des tas de questions. Lorsque vous avez comme vous l'avez si bien dit, un capitaine d'une industrie, un arriviste, qui prétend qu'il est reçu au niveau de tous les gouvernements. Lorsque vous avez un gouvernement, ça n'a jamais existé, qui participe au forum des chefs d'entreprise. Vous avez un gouvernement qui est aligné devant les hommes d'affaires et il exécute et les ministres sont en train de hocher leur tête pour dire c'est comme ça que ça fonctionne. Oui, oui. Nous sommes vous savez, je l'ai dit, je le répète, nous sommes dans une dérive totale. J'avais à l'époque dit que le 3e mandat était de trop. Et j'avais également une fois, lorsqu'on avait parlé du 4e mandat à la veille des élections présidentielles passées, j'avais déclaré que le 4e mandat sera l'échec recommencé. Nous sommes exactement dans ce que j'avais qualifié à l'époque. C'est l'échec recommencé, mais lorsqu'un échec est recommencé, il est plus grave parce qu'il devient un échec qui détruisant toute la cohésion sociale. Ça nous inquiète et c'est pour ça que nous avons tout le temps interpellé ce pouvoir, nous avons tout le temps interpellé, nous avons toujours lancé des cris d'alarme en disant à la population, à la classe politique, écoutez, ne laissons pas notre pays aller à la dérive parce que c'est notre pays, nous n'avons pas notre pays de choix. Mais Nordin Bahboh, comment, oui. Comment ces oligarques, si on peut les appeler ainsi, ont-ils pu entrer dans le premier cercle du pouvoir? Comment ont-ils pu, vous nous dites qu'ils y sont déjà, comment ont-ils pu, par quelle grâce, par quel miracle? Par quel miracle? Vous savez, un système corrupteur et corrompu, c'est une règle universelle. Vous savez, lorsqu'on achète, on achète un pouvoir, lorsqu'on achète des voix, lorsqu'on achète, disons, le silence ou bien le mutisme des étrangers en leur octroyant des contrats. Je donne par exemple le gaz de schiste. Pensez-vous que le gaz de schiste n'a pas été une entente quelque part là? Oui. Est-ce que vous pensez que nous gérons vraiment? Est-ce que nous avons une souveraineté sur nos richesses? La preuve, moi je vous rappelle, la fameuse loi 2005 sur les hydrocarbures, ça n'a pas été un fiasco si quelques Algériens conscients se sont réveillés. Donc, vous savez, on achète le Corsi, comme on dit, on achète le pouvoir, le régime pour qu'il ait la tranquillité intérieure et le soutien. Oui, mais Nordin Bahboh, ça a toujours été le cas. De toutes les façons, les barons du régime ont toujours usé de leur clientèle, de leurs prête-noms, de leurs parents, pour détourner les lois, pour faire des lois à leur mesure, pour pouvoir piller ce pays. Mais ça a toujours été le cas. Sauf que, jusque-là, ces milliardaires sont toujours restés en retrait. Comment se fait-il que maintenant, ils soient entrés, ils se soient engouffrés dans le premier cercle qui, jusque-là, était occupé exclusivement par les galonnés, par les barons galonnés, les généraux? La règle qui est pratiquement une règle universelle, lorsqu'on devient un baron, nous sommes un Richard, on associe cela au pouvoir. Ce n'est plus l'argent qui leur manque, c'est maintenant le pouvoir. C'est comment orienter et guider leur future démarche et assurer toutes leurs arrières. Ça, c'est une stratégie et c'est une démarche qui est connue universellement. Vous savez, malheureusement, surtout chez nous, l'arrivisme a fait cela. Donc, beaucoup de pays, les grands capitaines d'industrie, les grands barons, orientent leur démarche vers le caritatif, vers la recherche, Nous, c'est autre chose, c'est un arrivisme. Vous savez, lorsqu'on se crée une richesse en l'espace de temps, on devient milliardaire et en dollars en l'espace de très peu de temps. Oui. Ça y est, ça vous monte dans la tête et vous considérez que ça c'est bien. Et ce qu'il reste maintenant, c'est diriger, gérer le pays et être au premier rang. Mais comment
comment vous expliquez, à la limite, bon, je comprends leur aveuglement, leur arrogance, leur arrivisme, comme vous dites, ils sont déterminés à arriver, en plus de l'argent, ils veulent le pouvoir. Bon, on comprend à la limite qu'ils soient aveuglés au point de ne pas voir que ce régime, de toutes les façons, va à sa perte et que le compte à rebours a déjà commencé. Mais là où je voudrais que vous m'expliquiez, les ambassadeurs qui ont reçus ou qui ont été reçus par Haddad, le fameux Haddad, le désormais fameux Haddad. Et on a vu des ambassadeurs lui faire des petites courbettes. Hein. On a vu l'ambassadrice des États-Unis adopter une attitude de fillette timorée devant lui. Eux, ils ne savent pas que ce régime va à sa perte et que le compte à rebours a commencé? Non, moi je ne condamne pas les ambassades ou les ambassadeurs étrangers parce qu'ils défendent leurs intérêts. Ce qui les intéresse, c'est les intérêts de leur pays. Peu importe pour eux, c'est ce qui m'inquiète et me tracasse un tout petit peu, c'est mon problème intérieur. Parce qu'en fin de compte, les ambassadeurs, s'ils font la courbette pour leurs intérêts, ils le feront. Et ça, c'est ce qu'on appelle des véritables ambassadeurs défendeurs des intérêts de leur pays. Moi, ce qui me rend plus malade, c'est que lorsque vous avez ces barons, ces pseudo-barons, ces faux barons ou ces arrivistes venir dire et donner des instructions au ministre de la République. Oui. Ça m'inquiète un peu plus. Oui. Lorsque vous parlez tout à l'heure de Haddad et vous me dites que M. Haddad... Savez-vous que Haddad a reçu nos ambassadeurs dans les salles des actes au ministère des Affaires étrangères, dans la salle des actes? Est-ce que vous savez que ça signifie ça? La salle des actes au niveau du ministère des Affaires étrangères. Expliquez-nous ce que veut dire salle des actes. La salle des actes, c'est une salle au niveau du ministère des Affaires étrangères dans laquelle on reçoit des grandes personnalités étrangères, lorsqu'on reçoit également, lorsqu'il y a une convention internationale à signer, lorsqu'on reçoit les ambassadeurs, les ministres étrangers, et ainsi de suite. Alors, au niveau de la salle des actes, les ambassadeurs ont été alignés en face de M. Haddad qui leur demandait d'alléger les visas pour les ressortissants étrangers, pour leur permettre les hommes d'affaires étrangers, ainsi de suite. Vous savez. Mais salle des actes au ministère des Affaires étrangères, c'est en quelque sorte un cérémonial réservé aux officiels. C'est protocolairement. C'est protocolaire réservé aux officiels, à ceux qui représentent l'État algérien. L'État. Alors vous imaginez, donc, lorsqu'on arrive à ça, c'est ce qu'on appelle la dérive. Moi, je pense que ce régime, je l'ai dit, nous vivons une véritable crise de régime. Et c'est aussi sa fin. Nordine Bahbouh, il nous reste plus beaucoup de temps. Votre l'appel de l'opposition aux manifestations, aux marches et aux rassemblements pour le 24 février, contre le gaz de schiste, entre autres, et pour la préservation de la souveraineté nationale. Le régime a déjà commencé, dans les réseaux sociaux maintenant, c'est plein d'articles, c'est des gens qui obéissent à BHL, c'est les printemps arabes dirigés par l'OTAN, etc., etc. On s'y attendait un peu. Est-ce que vous avez pensé, au niveau de l'opposition, à préparer la riposte pour expliquer aux Algériens que le régime va forcément s'employer à faire passer cette marche pour une marche antinationale, ces rassemblements, cette initiative démocratique? D'abord, je tiens à préciser que nous avons tout étudié, nous avons décidé d'abord en première phase de sit-in. Nous sommes des citoyens algériens. Nous, d'ailleurs, le programme est en train de se préparer au niveau de la coordination et au niveau de l'instance. Ce sont des sit-in qui sont de notre droit. Nous reprocher à nous maintenant que nous sommes manipulés par le BHL, que nous sommes manipulés par des étrangers. Je tiens à vous préciser, vous n'avez qu'à retourner un peu à un passé très récent. Lorsque ces gens qui sont maintenant au niveau du gouvernement nous faisaient des pressions très importantes pour donner des visas à BHL. Oui. Et lorsque l'Algérie a refusé des visas BHL, je ne vais pas citer de nom par respect, parce que je ne suis pas quelqu'un qui adore la polémique, ils se connaissent, nous avons eu une réaction de gens qui étaient dans un parti politique, qui aujourd'hui sont dans le giron de la présidence de la République. On a été harcelés et pour nous dire que, messieurs,
Comment vous refusez le visa à BHL, un grand Oui. philosophe, vous lui refusez le visa? Aujourd'hui, on nous traite de gens qui travaillent pour l'étranger. Et là, je dis à les Hchouma, lorsqu'on est à court d'idées, venez débattre. S'ils ont le courage de débattre, venez débattre. Nordin Bahbouh, merci infiniment pour vous être prêté à cette brillante intervention, en espérant vous revoir bientôt. Je rappelle néanmoins, que BHL, dont ils accusent maintenant l'opposition, qu'il est l'un de ses plus fervents soutiens, je rappelle que BHL a été un des plus fervents soutiens, justement, aux généraux génocidaires, aux généraux qui tuaient des civils. Il a été le principal relais intellectuel, entre guillemets, en France, pour justifier les assassinats de masse, pour justifier la torture, pour justifier les enlèvements, en disant que la guerre nécessite des moyens et des méthodes malheureusement obligatoires, impératifs, et qu'on ne fait pas de guerre avec des gants blancs. Cette émission est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi. Salam alaikum. Qawala khair. Salama.